Chapitre 15, le marché obligataire. Nous sommes à la page 15. Donc on va parler des obligations. C'est quoi une obligation? C'est un titre de créance qui est négociable. Négociable, ça veut dire qu'on peut le revendre sur le marché boursier. Vous pouvez le revendre en fait ce qu'on appelle sur le marché secondaire. À la base, c'est une entreprise qui va émettre des obligations, donc elle a besoin de se financer. Elle pourrait passer par une banque et réaliser un emprunt classique, un emprunt individu face à une seule entreprise en face, la banque. Ici, ce n'est pas le cas. On va aller directement sur le marché obligataire et émettre plusieurs obligations à plusieurs souscripteurs. On parle de souscripteurs pour ceux qui vont acheter ces obligations. C'est pour ça qu'on appelle cette forme désintermédiée, simplement parce que là, on ne passe plus par la banque, on passe directement par le marché financier. Attention, quand je dis qu'on ne passe plus par les banques, c'est trois quarts faux, parce qu'en fait, on passe toujours par les banques, hein. C'est la banque qui va placer les obligations, mais disons que ce n'est pas l'argent de la banque, c'est plutôt l'argent directement, votre argent à vous, si vous voulez acheter une obligation. Mais il y a toujours la banque qui va quand même jouer le rôle d'intermédiaire. Alors, les obligations, il faut savoir que vous allez avoir à chaque fois ce qu'on appelle des coupons. Ce n'est pas obligatoire, mais généralement on verse des coupons, ça veut dire des intérêts. Dans l'exemple que je vous ai mis ici, le monsieur en fait ici, il a acheté, donc on dit qu'il a souscrit des obligations, enfin une obligation pour 1000 euros. Elle lui sera remboursée fin N plus 6 pour 1005 euros. Donc ici, on a déjà ce qu'on appelle une prime de remboursement, la différence entre la valeur nominale, valeur faciale, et la valeur de remboursement qui est de 5. Donc c'est remboursé plus cher et il aura des intérêts calculés dessus, à mon avis ici à 6%. Donc on va pouvoir lui verser chaque fin d'année ou en début d'année suivante 60 euros. Donc c'est 1000 euros multiplié par 6%, ça donne 60 euros qui lui seront versés chaque année comme des intérêts. C'est obligatoire. Alors contrairement à des dividendes où c'est pas certain que la société fasse des bénéfices pour vous distribuer des dividendes, au niveau des intérêts concernant les obligations, ce qu'on appelle les coupons, quoi qu'il arrive, on vous versera le coupon qui est de 60 euros. Donc c'est franchement ici une source de rémunération pour le souscripteur qui est certaine. Il n'y a aucun risque parce qu'en fait, ce monsieur-là va souscrire 1000 euros, il va attendre l'échéance, on lui remboursera 1005 euros, et puis entre deux, il aura eu tous ses coupons. Alors quand je dis qu'il n'y a aucun risque, ce n'est pas tout à fait juste. Imaginez que l'entreprise qui a émis ces obligations fasse faillite, vous ne serez forcément jamais remboursé. Donc il y a toujours un risque, hein. Dès qu'on parle de marché financier, il y a toujours un risque. Là, c'est le risque qu'on appelle de contrepartie. Alors entre deux, c'est pareil, ce monsieur-là peut avoir besoin de liquidité et décider par exemple de revendre son obligation fin N plus 2. Donc s'il la revend fin N plus 2, l'obligation étant cotée en bourse à 940, il va être perdant, tout simplement parce que s'il avait attendu la fin, l'échéance, on lui aurait remboursé 1005. Or là, en revendant fin N plus 2, il va le revendre sur le marché secondaire et il ne touchera que 940 euros. Donc dans ce cas-là, effectivement, il y a un risque, mais c'est de la faute du souscripteur. Il n'avait qu'à attendre l'échéance. Là, je vous laisserai lire. Il y a quelques formules ici à connaître, mais je ne vais pas vous les détailler parce qu'on va les utiliser après. Au niveau des annuités, on peut rembourser un emprunt obligataire de différentes manières. On peut faire des annuités constantes, un amortissement constant. Généralement, ce qu'on appelle un remboursement in fine, ça veut dire qu'on rembourse l'ensemble du capital, donc des obligations, en fin de vie de l'emprunt. Toutefois, on peut aussi avoir des annuités constantes et parfois on n'utilise pas vraiment la formule d'annuité qu'on a l'habitude d'utiliser, tout simplement parce qu'il faut recalculer le niveau du taux d'intérêt. Je donne un exemple. Le capital qui va être remboursé, ce n'est pas le capital forcément que l'entreprise a reçu. On va voir le nombre d'obligations multiplié par le prix de remboursement. Tout simplement parce que vous avez différents prix. Le prix d'émission, celui qui sera perçu par la société, le prix, la valeur nominale sur laquelle sera calculé les intérêts, et le prix de remboursement, c'est-à-dire le prix auquel sera remboursée l'obligation à l'obligataire. Donc ici, pour le remboursement, il faut bien que je prenne le nombre d'obligations émises au prix de remboursement que je multiplie par la formule de l'annuité. Sauf que le taux d'intérêt a été à la base proposé par rapport à la valeur nominale. Or, nous, on va utiliser ici la valeur de remboursement. Donc il va falloir venir recalculer ce petit a dans la formule. Vous avez ici l'explication, comment on fait pour recalculer le taux d'intérêt corrigé d'une unité constante. En fait, on va prendre le taux proposé dans l'énoncé fois la valeur nominale sur la valeur de remboursement et vous aurez ainsi votre petit a corrigé. Alors attention, forcément, ici j'ai dit qu'on corrigeait le taux d'intérêt, le petit a, habituellement c'est i, on ne va pas le corriger si le prix de remboursement correspond en fait à la valeur nominale. J'en arrive maintenant au taux d'intérêt effectif versé par la société émettrice. En fait, la société émettrice va proposer un taux d'intérêt, par exemple 6%. Or,
pour elle, ça va sans doute lui revenir beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que déjà, le prix qu'elle va recevoir, le prix d'émission, va être inférieur à la valeur nominale. Donc d'une part, elle se propose de verser des coupons, par exemple sur 1000 euros, des coupons à 6%, donc des intérêts, mais elle, à la base, elle n'aura pas perçu 1000 euros, elle aura perçu par exemple 990, parce qu'elle a fait un petit cadeau à l'émetteur, donc il aura des coupons sur 1000, mais en fait, il aura versé simplement 990 à la base. Donc à la base, déjà, elle est perdante. Ça veut dire qu'on n'a pas 6% vraiment d'intérêts qui vont être proposés aux souscripteurs, mais déjà 6% plus les 10 euros d'écart ici sur la valeur d'émission, plus un petit bénéfice. Donc ça va être 6, quelque chose. Ensuite, forcément, l'entreprise aura peut-être aussi des frais d'émission. Elle est passée par une banque pour placer ses obligations, donc elle a eu des frais d'émission. Bah, tout ça, ça va venir se déduire du prix qu'elle a réellement perçu. Donc elle va percevoir le nombre d'obligations émises, fois le prix d'émission, moins les frais d'émission. Ça doit être égal à tout ce qu'elle va verser. Donc elle va verser chaque année des coupons qu'il va falloir actualiser. Voilà. Et à la fin, la dernière année, donc elle aura encore un coupon la dernière année, plus le remboursement. Et attention, ici c'est pareil, elle va peut-être rembourser plus cher que la valeur nominale, la valeur sur laquelle est calculé l'intérêt, le coupon. Donc on va essayer de trouver une égalité entre l'argent qu'elle a reçu, c'est ce que j'ai mis ici, hein, combien l'émetteur reçoit, combien l'entreprise reçoit, cette partie ici, et combien elle va rembourser, c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est-à-dire tous les coupons, plus le remboursement final. C'est facile à trouver, en fait ce qu'on va faire, c'est le tri, donc sur votre calculatrice, hein, vous mettez combien l'entreprise ici va percevoir, tout ce qu'elle va verser, et vous cherchez en fait le tri, vous saurez que apparemment, si par exemple ici on prend un taux de 6%, bah, comme le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale, comme il y a un prix de remboursement, bah, ça veut dire que certainement qu'elle aura versé 6,70 ou 6,71, je ne sais pas, 6,80 d'intérêt, alors qu'à la base, elle voulait en verser seulement 6. Alors on peut faire le même calcul, mais cette fois-ci du côté du souscripteur. Donc celui qui va acquérir l'obligation, on lui a proposé du 6%. Mais peut-être qu'en fait, il va percevoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que simplement, à la base, si on a une émission d'obligation de valeur nominale de 1000, c'est-à-dire sur 1000 seront calculés les coupons, et que lui, on lui propose de verser seulement 990 à la base, il est déjà gagnant. Il verse 990, il va recevoir les coupons calculés sur 1000, plus peut-être un prix de remboursement supérieur. Donc on lui a proposé du 6%, mais en fait, il va être gagnant, il va toucher beaucoup plus. Donc la différence par rapport à la formule précédente, c'est que ici, je ne vais pas retirer les frais d'émission, c'est logique. Lui, c'est l'acquéreur, il ne va pas payer les frais d'émission de l'entreprise qui a émis l'obligation. D'accord? Donc là, ce qu'on appelle le taux de rendement, donc il y a le mot rendement, le rendement pour l'acquéreur, combien ça lui rapporte réellement, ce qu'on appelle le TRAB. Cette formule peut facilement se résoudre avec le tri, c'est encore une fois la même chose. Combien a perçu le souscripteur, le prix d'émission, combien il a perçu chaque année, les différents coupons, et la dernière année, il va percevoir le prix de remboursement de son obligation, plus le dernier coupon. Alors ce calcul-là est très utile, parfois on ne le fait pas. Alors la condition, c'est que le prix d'émission soit égal à la valeur nominale, est égal au prix de remboursement. Par exemple, une obligation a une valeur nominale de 1000 euros, elle a été émise à 1000 euros, elle sera remboursée 1000 euros. Dans ce cas-là, on ne fait aucun cadeau au souscripteur, l'émetteur ne fait aucun cadeau, donc ce n'est pas la peine de recalculer le taux de rendement, puisque le taux de rendement est le taux d'intérêt qui est proposé lors de l'émission de cette obligation. Si j'applique ici ce qu'on vient de faire dans l'application numéro 6, donc on a une société qui va émettre des obligations de 1000. Alors voilà, on parle ici de la valeur nominale qui est de 1000. La valeur d'émission est de 975, donc on fait un petit cadeau au souscripteur. La valeur de remboursement est de 1050. Taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux du coupon, est de 2,5. On n'a pas de précision, donc ça veut dire que je pense que les intérêts, les coupons seront versés chaque année. On a une date d'émission en juillet et une date de remboursement en N+5. Déterminer le produit net reçu par la société, c'est assez facile. Calculer le taux d'intérêt effectif, je vais appliquer la formule que l'on a ici. Donc en fait, on cherche le coût de revient. La société qui a émis cette obligation veut savoir à combien ça lui revient, sachant que logiquement, ça devrait lui revenir à 2,5%. Mais en fait, ça va être un taux beaucoup plus important, parce qu'en fait, elle fait un cadeau avec le prix d'émission,
mais aussi un deuxième cadeau au souscripteur avec un prix de remboursement supérieur aux 1000 euros de valeur faciale, de valeur nominale. Donc le coût de revient, combien ça coûte à l'entreprise, ça va coûter beaucoup plus cher que du 2,5. Et après, on vous demandera qu'est-ce qu'une prise ferme. Donc, je vais vous montrer le corriger tout de suite. Correction de l'application numéro 6. On vous demande de déterminer le prix net reçu par la société. Donc la société va recevoir ce que le souscripteur veut lui verser. Donc il y a 500 souscripteurs puisqu'il y a 500 obligations émises et émises à 975 euros puisqu'on fait un cadeau de 25 euros à chaque souscripteur pour chaque obligation. À ce montant-là qui va être perçu, il faudra retirer 5000 euros de frais d'émission. Donc on va percevoir 482 500. On vous demande ensuite de calculer le taux effectif, c'est-à-dire le coût de revient pour la société qui va émettre cet emprunt obligataire. Donc on sait qu'elle va percevoir seulement 482 500, l'argent qui va être perçu, qu'elle va gagner, mais elle devra rembourser tout ce qui est ici, c'est-à-dire verser chaque année un coupon que je vais actualiser au taux que je recherche. Donc le coupon versé en N, fin N ou début N plus 1 si vous voulez. Donc j'actualise d'une année. Le coupon qui sera versé en N plus 2 que j'actualise de 2 années et ainsi de suite. Et la dernière année, on a un montant qui est de 525 000, c'est-à-dire le prix de remboursement de 1050 que je multiplie par 500, puisqu'il y a 500 obligations à rembourser. Et la cinquième année, je verse aussi un dernier coupon. Donc je résume, on a perçu 482 500, mais on va devoir rembourser chaque année un coupon. Et la dernière année, donc en N plus 5, on devra rembourser un coupon plus le remboursement des obligations. Ça veut dire qu'en fait, quand on résout l'équation, donc soit avec le solver, mais c'est toujours un peu compliqué, soit avec votre calculatrice, vous faites la fonction tri, vous allez trouver un taux de 4,21. Voyez, alors qu'à la base, le taux était de 2,5 dans l'énoncé. C'est ce qui est proposé en fait aux souscripteurs, mais l'entreprise, elle, ça lui coûte du 4,21%. Alors qu'appelle-t-on une prise ferme? Une prise ferme, ça veut dire que la banque qui va émettre cet emprunt obligataire, qui va aider l'entreprise à émettre cet emprunt obligataire, elle s'engage en fait à tout souscrire. Ça veut dire que si personne n'est intéressé par les obligations, elle va être obligée de les acheter. Concernant l'application numéro 7, une application qui est assez facile, on vous demande de présenter le tableau d'amortissement d'un emprunt obligataire. Donc on émet 500 000 obligations, elles sont émises au pair, ça veut dire que le prix d'émission et le prix de remboursement correspondent en fait à la valeur nominale. Il n'y a pas de prime d'émission, il n'y a pas de prime de remboursement. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Le taux nominal, les coupons seront calculés, donc les intérêts sur 4,3% et seront versés le 1er mars de chaque année pendant 5 ans. On va directement faire la question 10, c'est marqué trouver sans calculer le taux de rendement actuariel. Donc en fait, celui qui va acheter cette obligation, combien ça va lui revenir en pourcentage d'intérêt. Il n'y a pas de calcul à faire parce qu'en fait, c'est 4,3. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'était ici, que ce n'est pas la peine de faire cette formule ici quand le prix d'émission est égal à la valeur nominale est égal au prix de remboursement, c'est-à-dire que tout est fait au pair. C'est exactement le cas ici. Donc si on propose ici au souscripteur du 4,3%, ça veut dire qu'il percevra du 4,3%, aucun cadeau ne lui a été fait, donc il ne va pas gagner plus par rapport à cette émission. On vous demande de faire des remboursements ensuite par annuité, par un amortissement constant et in fine. Ça veut dire qu'amortissement constant, on remboursera toujours le même montant ici. Donc en gros, on a 500 000 obligations. Vous divisez par 5 et puis vous multipliez par... ça veut dire que chaque année, on remboursera 100 000 obligations multiplié par le prix de remboursement qui est de 200 et vous aurez votre remboursement. Les intérêts vont être calculés sur le capital qui reste en dû, combien au départ on avait. Donc la première année, on doit 500 000 obligations x 100 multiplié par 4,3 et vous aurez le montant de vos intérêts. Voilà. Chaque année, l'amortissement sera exactement le même. Par contre, comme on a amorti, qu'on a commencé à rembourser, forcément, le capital qui est dû va diminuer. Et comme vos intérêts sont calculés sur ce capital restant dû, vos intérêts diminueront chaque année. Pour le remboursement in fine, c'est beaucoup plus simple. En fait, on ne rembourse rien les premières années. Par contre, la dernière année ici, on va rembourser les 50 millions d'obligations, c'est-à-dire 500 000 x 100. Au niveau précis des intérêts, on calculera les intérêts
sur les 50 millions en fait, et chaque année on versera exactement la même chose puisqu'on ne rembourse rien, donc le capital sera toujours le même. On remboursera uniquement en fin de période. Si je regarde le corrigé, ça donne à peu près ceci. Voilà, donc vous avez ça comme corrigé. Alors, application numéro 8, Société Hugo Délire. On a une entreprise qui va émettre un emprunt obligataire au nominal de 10 euros. Valeur d'émission 100 euros, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadeau fait au souscripteur. Hein. Il va payer 10 euros. Par contre, on lui remboursera à 101%. Donc, il faudra multiplier 10 fois 101 divisé par 100 pour savoir le prix qu'on remboursera. Mais apparemment, là, on a une prime, c'est même sûr, on a une prime de remboursement. On a la date d'émission, le taux d'intérêt est de 5,2%. Il y a des frais d'émission pour la société qui est émettrice. On vous demande ici de calculer le TRAB procuré pour une obligation par un obligataire qui conserve son titre jusqu'à l'échéance. Donc attention au piège, le TRAB c'est pour celui qui a souscrit l'obligation, celui qui l'a acheté. Donc forcément les 5000 euros, lui il ne va pas les payer. Donc lui ce qu'on va calculer c'est combien il a versé à la base. Donc il va verser 10 euros. On peut même multiplier par le nombre d'obligataires, ça revient à la même chose, 10 euros fois 29 300, et il y aura des coupons qui seront versés chaque année à 5,2% calculés sur 10 euros, plus une valeur de remboursement. Si je regarde le corrigé, voilà ce que ça va nous donner. Donc l'obligataire va bien recevoir 10 euros multiplié par 29 300, ou si vous voulez faire à l'unité, faire uniquement 10 euros, ça revient exactement la même chose. Et chaque année, il va recevoir un coupon. Le coupon sera de 15 236. Donc là, c'est l'ensemble des coupons pour tous les obligataires. J'ai calculé ça sur les 29 300 obligations. Donc on a le détail des calculs qui est réalisé ici. D'accord. Donc par exemple, pour trouver les 15 236, le détail est ici. Ça veut dire le nombre d'obligations fois 10 euros fois 5,2, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Il va percevoir ceci pendant 3 exercices, et lors du troisième exercice, en fait, on a un montant beaucoup plus important parce qu'il va être remboursé, donc il va percevoir le prix de remboursement, donc 29 300 obligations fois 10 fois 101%, plus forcément le dernier coupon qui lui sera versé. Donc en dernière année, c'est beaucoup plus important parce qu'il y a le remboursement plus le coupon habituel de 15 236. Moi, ce que je cherche, c'est le petit i de la formule. Donc je résous ça avec le tri, il n'y a aucun souci. Et vous êtes donc dans votre calculatrice, vous mettez moins 29 000, moins 293 000, pardon, et puis après plus 15 236, plus 15 236, plus 311 166 avec votre Casio, et vous allez trouver comme solution 5,52. Vous voyez qu'en fait, dans l'énoncé, on lui avait proposé du 5,20, mais en fait, comme il va percevoir un prix de remboursement, le prix de remboursement va être supérieur au prix de la valeur nominale, donc il est gagnant, donc il va avoir un 5,52 de rentabilité. La fluctuation du cours des obligations, il faut savoir que le cours des obligations varie en sens inverse des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt en général augmentent, la valeur de l'obligation va diminuer. En revanche, que le taux d'intérêt diminue, on se situe plus vers la gauche, le cours des obligations a tendance à augmenter. Alors, on parle à chaque fois des obligations anciennes. Je vous montre un exemple à partir de Pent. Donc, obligation Sherpak, une nouvelle obligation qui a été émise le 18 janvier N, au nominal de 100 euros, le taux d'intérêt de 3%. On se situe un an et demi plus tard, le 26 mars N plus 1, l'obligation cote 105. Donc à la base, l'obligation cote 100%. Quand on l'a émis, on dit que c'est des euros, mais en fait, ça va être coté 100%. Or, un an plus tard, la cotation va augmenter, passer à 105. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'à la même période, en mars N plus 1, ceux qui vont émettre des nouvelles obligations vont les émettre à un taux bien inférieur. Ici, par exemple, j'imagine qu'ils vont les émettre à 1%. Ça veut dire que moi, si j'ai de l'argent à placer dans des obligations, j'ai le choix entre soit acquérir une nouvelle obligation qui me rapportera du 1%, soit acquérir sur le marché secondaire l'obligation Sherpak, essayer de l'acheter, sachant que celle-ci me rapportera du 3%. Donc vous comprenez bien que c'est préférable d'acheter une vieille obligation parce qu'elle rapporte beaucoup plus qu'une nouvelle. Donc le cours forcément de l'ancienne obligation va augmenter. C'est pour ça que j'ai marqué, donc les nouveaux souscripteurs vont préférer acheter une vieille obligation car elle rapporte bien plus que les nouvelles. Alors des fois on a des contre-exemples. Alors je reviens aussi 2 minutes sur ça.
Au niveau des risques, là on a un premier risque, quand on achète une obligation, c'est le risque de taux d'intérêt. Ça veut dire que si jamais vous ne gardez pas votre obligation jusqu'à son échéance, vous la revendez en cours de vie de l'obligation sera remboursée in fine, par exemple en N plus 5, vous voulez la revendre en N plus 2, bah, si le cours entre deux a bougé, et ça va forcément bouger, vous risquez soit de gagner, soit de perdre de l'argent. Ce qu'on avait un petit peu vu dans l'exemple de présentation ici. Les cours vont fluctuer. Alors ils fluctuent notamment en raison des taux d'intérêt. Donc acquérir une obligation suppose que l'on encourt un risque. Le premier risque, c'est le risque de taux d'intérêt qui va faire bouger la valeur de l'obligation. On a des autres aussi facteurs de risque. Le risque de contrepartie, vous achetez une obligation, logiquement vous serez remboursé à son échéance, mais si la société fait faillite, vous ne serez jamais remboursé. Et on a aussi le risque de liquidité. Vous avez acheté une obligation, vous voulez la revendre sur le marché secondaire, donc le marché de l'occasion. Ce n'est plus une obligation qui est toute neuve, elle a déjà été émise. Le problème, c'est que personne en face n'a envie de vous l'acheter parce que personne n'a d'argent. Il y a une crise économique, par exemple. On a une crise de liquidité de l'ensemble du marché, donc on ne pourrait pas la revendre, on serait bloqué. Ici, un contre-exemple avec la société Air France. Alors Air France, vous voyez, propose ici son obligation au taux de 1,875%, donc c'est le montant du taux d'intérêt. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit que l'échéance en fait de cette obligation-là, c'est 2025. Donc ici on est en 2020, donc ça veut dire dans 5 ans. Si je regarde maintenant, la Banque de France publie à chaque fois des références par rapport au taux de ces bons du trésor, enfin de ces OAT qu'elle émet sur le marché. Donc les OAT, donc les obligations d'État émises par la Banque de France, ici à un horizon de 5 ans, le TEC 5 ça veut dire un horizon de 5 ans, elle propose un taux négatif. Donc en gros, vous allez prêter de l'argent à la Banque de France et elle vous remboursera moins. Donc c'est plus intéressant d'acquérir ici ce type d'obligation de Air France KLM. Et pourtant, sa cotation ici a chuté, le cours a chuté. Pourquoi le cours a chuté? Parce qu'il y a d'autres motifs que le taux d'intérêt, que le risque de taux, comme je vous ai expliqué ici. Il y a aussi le risque de contrepartie. Et on a peur en fait qu'à cause du Covid, donc il faut imaginer qu'on est en décembre 2020, hein, qu'à cause du Covid, le cours l'entreprise Air France KLM fasse faillite et finalement que nous ne soyons jamais remboursés. On avait une phrase à compléter. Donc en général, le taux d'intérêt proposé par Air France KLM est supérieur au taux de marché, ce que je vous ai marqué ici. Logiquement, le cours de l'obligation devrait augmenter. Donc ici, on devrait se retrouver à 102, 103, 110%. Voilà. Toutefois, à la même période, il est très bas, et ceci à cause de raisons propres à l'émetteur de l'obligation à un risque de contrepartie. La lecture de la cote d'une obligation, ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, ici, on a une obligation Accor qui propose un coupon de 1,25, échéance le 25 janvier 2024. Elle est cotée à 101,46, ça veut dire que comme elle rapporte un petit peu plus que le marché actuel, vous voyez, ça rapporte plutôt en négatif quand on prend des obligations d'État, la cotation a un peu augmenté. Alors c'est pas énorme, mais on est plus, enfin la valeur de l'obligation a pris de la valeur. Voilà. Pour finir avec l'obligation Accor, notez aussi que Accor est une bonne signature, ça veut dire qu'il y a très peu de risque de contrepartie, ce qui peut expliquer aussi que le cours de l'obligation a eu tendance à augmenter. N'oubliez pas qu'une obligation, ça a une valeur, on va dire nominale, par exemple 1000 euros, mais une fois que c'est coté en bourse, c'est coté en pourcentage. Donc ici, par exemple, si l'obligation Accor vaut 1000 euros, ça veut dire qu'on va faire 1000 fois 101 divisé par 146 divisé par 100, et vous allez trouver en fait la valeur de cette obligation, c'est-à-dire ici 1014,6. C'est la valeur qu'on pourra la vendre. Voilà. Ensuite, je vous ai mis ici d'autres obligations, par exemple celle du crédit agricole. On voit qu'ici, le taux est intéressant, à 25, parce qu'actuellement, je vous ai montré ici que les taux sont quand même, pour tout ce qui concerne les OAT, donc les obligations émises par l'État, obligations assimilables au trésor, donc c'est la référence, c'est négatif, donc ça veut dire que le marché obligataire a des taux très bas. Or, cette obligation du crédit agricole à échéance 2027 rapporte quand même à 25, c'est quand même plus intéressant que l'obligation d'État. Mais vous voyez, c'est un peu sous-coté, en dessous de 100%. Alors pourquoi? Parce qu'ici, on voit qu'il y a une autre obligation du Crédit Agricole qui, elle, rapporte du 3,15. Donc forcément, moi, en tant que personne qui aurait de l'argent, je préférerais acheter une obligation du Crédit Agricole à 3,15 que la même à 25. Donc forcément, je vais plutôt me rabattre sur ce type d'obligation. C'est pour ça que le cours a augmenté. Et quand vous regardez le carnet d'ordre, donc ça veut dire les personnes qui veulent acheter et celles qui veulent vendre,
prouve bien qu'il y a beaucoup de personnes désireuses d'acheter ce titre et aussi quelques-uns, enfin beaucoup moins, mais aussi certains qui souhaitent vendre l'obligation. Il n'y en a pas beaucoup parce que comme c'est une obligation qui est intéressante, les agents économiques préfèrent la garder. Voilà, je vous avais mis une autre obligation. Ici, c'est l'obligation Peugeot qui rapporte énormément. 6,5% d'intérêt, c'est énorme. Seulement, le problème, c'est qu'ici, on est en août 2018 et l'échéance de l'obligation, c'est en janvier 2019. Donc, ça va arriver très vite. Donc, ça ne va pas vous rapporter pendant longtemps. Donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent l'acheter. Donc, le cours a légèrement augmenté parce que ça reste intéressant, mais sur une courte période. Là, je vous ai mis quelques formules, enfin quelques notions de cours qu'il va falloir savoir sur les obligations, notions de prime de remboursement, notions de prime d'émission, taux d'intérêt nominal, taux actuariel, c'est-à-dire le TRAB. Voilà. Je vous explique un petit peu ce que c'est que les primes de remboursement. Alors, je vous ai mis un exemple ici. Où, par exemple, on a l'emprunt obligataire donc, à son prix de remboursement que vous allez mettre dans votre bilan. De l'autre côté, vous allez mettre ici le montant de la prime de remboursement et ce qui reste en disponibilité, par exemple. À noter qu'il peut y avoir une double prime de remboursement, parce que la prime de remboursement, c'est la différence entre le prix de remboursement à l'obligataire moins la valeur nominale. Sauf que des fois, il y a aussi un prix d'émission qui est inférieur à la valeur nominale. Donc la prime de remboursement sera la différence entre le prix de remboursement et le prix d'émission. Ce que j'ai expliqué ici. On parle ici de double prime de remboursement. Alors pareil, je vous ai fait sur Pent, voilà un autre exemple pour vous expliquer comment on place ça au niveau du bilan. Donc ça c'est un bilan que j'ai fait très rapidement. On a 1000 obligations qui ont été émises, prix d'émission 950, ça veut dire que moi en tant qu'entreprise qui ai émis ces obligations, je vais percevoir 950 fois 1000, donc je vais percevoir 950 000 en banque. En revanche, je devrais rembourser aux obligataires les 1000 obligations multipliées par le prix de remboursement, donc 1005 fois 1000, je rembourserai 1 500 000. Donc finalement, j'ai une prime, la différence entre les deux, entre les dettes financières et la banque, une différence de 55 000 euros. Ça constitue en fait ma prime de remboursement, que je pourrais aussi calculer en faisant 1005 moins 950 fois 1000. Vous retrouvez encore une fois 55 000. Allez, j'avance un petit peu dans le cours. Qu'est-ce que c'est que le cours actuel d'une obligation? En bourse, vous avez un pourcentage, par exemple ici 106,5%. Ça veut dire qu'on va multiplier ce taux-là par la valeur d'une obligation. Dans mon exemple ici, l'obligation CASA a une valeur nominale de 1 euro. Pour en acheter une, il a fallu verser 1 euro. Comme elle est cotée 106,5%, ça veut dire que je ferai 1 euro fois 106,5% et vous aurez le montant qu'il faut verser pour l'acheter. On ne va pas verser un pourcentage, mais un montant en euros. Si on veut des références par rapport au taux d'intérêt des obligations, vous en avez deux. Vous avez le TMO, le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Ça veut dire que dernièrement, par exemple en février 2022, la moyenne des obligations qui ont été émises et remboursables, alors c'est le TEC, comme on appelle le TEC 10, ça veut dire dans 10 ans, donc des obligations à échéance 10 ans, on proposait un taux d'intérêt de 0,88 en moyenne sur le marché des obligations, ce qui est quand même relativement faible. Alors que pour les emprunts d'État, les obligations assimilables au trésor, les OAT, ce qu'on appelle le TME, le taux est un peu plus faible, il est de 0,68%. Donc vous voyez, les taux sont très bas. Je vous ai mis ici pour comparer, c'est les taux des TMO, donc des entreprises privées. Depuis 2001, ça n'a fait que baisser. Vous voyez, ça a même été à un moment dans le négatif. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais quand c'est dans le négatif, ça veut dire que les entreprises qui émettent des obligations sont gagnantes puisqu'elles vont rembourser moins à leurs obligataires que ce que l'obligataire n'a versé, si on peut dire. D'accord ? Ensuite, la notion de coupon. Très 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 important. Le coupon, en fait, chaque année, à date anniversaire, ce qu'on appelle une date de maturité, celui qui a acheté l'obligation va pouvoir demander à l'entreprise qui a émise ces obligations qu'on lui verse un intérêt, ce qu'on appelle en finance un coupon. Pourquoi un coupon ? Parce que dans des temps anciens, dans les années 50-60, il fallait présenter un petit coupon comme ça à l'entreprise pour pouvoir recevoir le coupon. Alors, il y avait un gros souci, c'est que si jamais on vous volait vos coupons, la personne qui allait se présenter, c'est elle qui allait recevoir le coupon. Donc, c'est mieux quand même que ce soit dématérialisé, au moins le virement est fait directement, les intérêts sont directement versés sur votre compte. Alors, vous avez des obligations qu'on appelle
au porteur ou nominative. Le porteur, bah, il n'y a pas votre nom dessus, ça veut dire que celui qui détient le coupon, si on peut dire, bah, c'est celui qui sera payé. Alors que nominative, votre nom et l'entreprise qui a émis les obligations vous connaît, elle sait que c'est à vous qu'il faut le verser. Le coupon couru. Alors forcément, si on verse un coupon, bah, à n'importe quelle période, on peut calculer la partie du coupon qui serait déjà exigible par le souscripteur. D'accord? Donc on va calculer en fait ce qu'on appelle des intérêts courus. Alors c'est pas forcément au 31-12 comme pour les emprunts, hein. On peut calculer ça n'importe quand. Je peux émettre une obligation le 26 janvier et calculer un coupon couru le 8 mars. D'accord? Donc il n'y a pas une date précise, on calcule le coupon couru quand on veut. La formule, elle est assez simple, c'est la première surtout qu'il faut retenir, c'est la valeur nominale de l'obligation. Toujours, hein, ne prenez pas la valeur d'émission ou prix de remboursement, c'est toujours la valeur nominale. Fois le nombre de jours depuis le détachement du dernier coupon, on verra dans un exemple en quoi ça consiste, que je divise par 365 ou 366. 366, c'est très rare, c'est uniquement quand il y a une année bissextile. Fois le taux d'intérêt nominal. On peut faire la même chose pour des intérêts courus semestriels. C'est le même style de calcul, sauf que forcément, ici, en bas, on ne va pas diviser par 365, mais vous diviserez par le nombre de jours exact sur une période de 6 mois. Et on peut faire pareil pour un coupon trimestriel, sauf que là, on prendra le nombre de jours exact sur une période de 3 mois. Et forcément, les taux d'intérêt seront adaptés, parce qu'on prendra le taux semestriel ou le taux trimestriel. Voilà, ça je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais quand on fera le chapitre 19, on va travailler dans ce qu'on appelle sur le marché monétaire et on va calculer en fait en exact 360. Ça veut dire qu'on prendra toujours des années de 360. Quand on utilise le marché obligataire, bah, cette fois-ci on travaille en exact. Ça veut dire qu'il faut prendre exactement le nombre de jours au numérateur et exactement le nombre de jours au dénominateur. C'est pour ça que parfois il faut diviser par 366 lorsqu'on passe sur une année bissextile. Voilà, au montant que vous aurez trouvé, on verra après par l'exemple, mais il faut toujours ajouter 2 jours de négociation, 2 jours de banque, et parfois 4 lorsque la négociation tombe un vendredi. Donc par l'exemple, vous allez comprendre, hein. Là, je vous ai mis un petit exemple, mais ce n'est pas toujours bien clair quand même. On a ici, il faut déjà repérer la date. La date, on est le mercredi 22 septembre. Ça veut dire que le 22 septembre, on veut savoir quel est le montant du coupon couru, sachant que le dernier coupon a été versé le 1er juin. Donc nous, on cherche en nombre de jours la période entre le 1er juin et le 22 septembre. Tout de suite, quand c'est comme ça, vous allez faire pour le mois de juin la différence entre le dernier jour du mois, en exact, donc il y a 30 jours au mois de juin, moins le jour où le coupon a été versé. Ici, c'est le 1er. Ça aurait été le 5 juin, j'aurais mis le 5. Donc on a 29 jours. À ce montant-là, je vais rajouter, donc on est en juin, le nombre de jours exacts du mois de juillet, 31 jours, le nombre de jours exacts du mois d'août, et on veut le montant au 22 septembre, donc plus 22 jours en septembre. Ça me donne 112 jours. Ensuite, on a des jours de négociation, ce que je vous expliquais, je ne sais plus où, ici. Donc on rajoute toujours 2 jours. Parfois, mais logiquement vous ne l'aurez pas au DCG, on rajoute 4 jours quand le jour de négociation est un vendredi, pour tenir compte du fait qu'on arrive en week-end. Donc le samedi-dimanche, vous ne toucherez pas. Donc ici, je rajoute 2 jours par exemple, ça fait 114 jours. Voilà. Ensuite, avant de passer à un exemple, si vous voulez savoir le montant que vous devez verser pour acheter une obligation, bah forcément vous allez verser le cours actuellement en bourse. Donc ici, par exemple, l'action, la mondiale est cotée 103%. Donc vous allez verser 103% fois la valeur nominale, donc 103% fois 100 000, puisqu'il y a une valeur nominale de 100 000. Une obligation coûte 100 000, c'est énorme. Plus le coupon couru, il est donné ici, donc 0,99% multiplié par 100 000. Ou vous additionnez les deux, c'est encore plus simple. Ça fait 103,99% multiplié par 100 000, divisé par 100, puisque c'est en pourcentage, et vous trouverez combien votre obligation vaut réellement en bourse. Alors là, je vous donne un petit travail à faire. Je vous demande de vérifier le coupon couru qui est ici. Donc la formule, elle est simple. Vous trouvez le nombre de jours entre la date du coupon, la date d'aujourd'hui, donc le 9-12 pour l'exercice, et la date du dernier versement. Donc les coupons sont versés à chaque fois le 23 juin, date d'émission, date de maturité. Donc le dernier coupon a été versé le 23 juin. Donc on veut savoir le prochain sera versé dans un an, mais on est le 9
décembre. On veut savoir entre le 23 juin et le 9 décembre combien il y a de jours exacts. Comme c'est un coupon, on n'a pas d'information, un coupon qui est annuel, on divisera par 365 parce qu'on n'a pas de précision si on est en année bissextile ou pas. En corrigé, voilà ce que ça vous donne. Voilà, on est ici. Donc entre le 23 juin et le 30 juin, donc je vais faire 30 moins 23, il y a bien 7 jours. Puis 31 jours en juillet, 31 jours en août, 30 jours en septembre, 31 octobre, 30 en novembre, et 9 jours pour atteindre le 9 décembre. Ça fait bien 169 jours. Je rajoute 2 jours de négociation. On a 171 jours sur 365, sachant que le taux d'intérêt de la mondiale qui était proposé, le taux du coupon, était de 2,12. 2,125 pardon. Donc après avoir fait le calcul, on trouve 0,99,5 en pourcentage. C'est le coupon couru. Si je vérifie, c'est exactement ce qu'on avait comme coupon couru. On avait 0,99,55,48. Voilà, donc la valeur théorique, on le verra à partir d'un exercice. Application numéro 9, on vous demande de vérifier cette fois-ci le coupon couru. On est toujours le 9 décembre. Sauf que là, la date d'émission, c'est le 27 octobre. Donc, je veux savoir entre le 27 octobre et le 9 décembre combien il y a de jours qui se sont écoulés. Et on divisera l'ensemble par 365, parce que ce n'était pas une année bissextile. On est un mercredi et pas un vendredi, donc on va rajouter uniquement 2 jours et pas 4. Ce qui nous donne en corrigé. Donc, du 27 octobre au 30 octobre, on a 4 jours, plus 30 jours en novembre, 9 jours en décembre, on tombe sur 43 jours. Je rajoute 2 jours de négociation, on a 45 jours. 45 jours sur 92. Alors pourquoi 92? Parce qu'ici, c'est un taux qui est trimestriel. Regardez bien dans l'énoncé, je vais vous montrer après. Il y a 4 coupons de versés dans l'année. Donc comme il y a 4 coupons, ça veut dire que tous les trimestres, on verse un coupon. Donc en nombre de jours exact, sur la période octobre, novembre, décembre, contre calcul, il y avait 92 jours. Si je veux être bien précis, c'est-à-dire qu'il y avait 31 jours en octobre, 30 jours en novembre, 31 en décembre, ça fait 92 jours. Et moi, j'en utilise 45, ce qu'on a calculé ici, que je multiplie par 1,5 divisé par 4. Alors pourquoi? Parce que comme c'est des coupons qui seront versés trimestriellement, je calcule un taux proportionnel trimestriel. Le taux annuel est de 1,5 divisé par 4, et vous avez votre taux trimestriel. Donc on trouve 0,18. Un dernier calcul de coupons dans cette vidéo par rapport à des vrais cas. Vous savez qu'au DCG, vous n'aurez pas forcément présenté comme ça. Là, c'est vraiment des cas tirés du réel, tirés du marché des obligations. Donc ici, on voit que le coupon est de 0,297945. Ce coupon a été calculé à la date du 11 décembre 2020 et que nous sommes un vendredi. Donc il faudra penser à rajouter 4 jours de négociation. Le coupon arrive à maturité tous les 20, l'intérêt sera versé tous les 24 juin, donc il arrive à maturité tous les 24 juin, et le remboursement de cette obligation sera in fine le 24 juin 2028. Donc ici, on demande de vérifier le coupon. C'est ce qu'on va faire. Au niveau du coupon, nous y sommes bientôt. Voilà, c'est ici. Donc le coupon entre le 30 juin et le 24 juin, donc la date du dernier versement de coupon, on a bien 6 jours. On rajoute 31 jours en juillet, 31 jours en août, 30 jours en septembre. Donc des mois exacts à chaque fois. 31 en octobre, 30 en novembre et 11 en décembre puisqu'on est le 11. Ça fait 170 jours, plus 4 jours de négociation, c'est-à-dire les 2 jours habituels, plus 2 jours parce que nous sommes un vendredi. Ça fait 174 jours qu'on multiplie par le taux d'intérêt de cette obligation, divisé par le nombre exact de jours au dénominateur, 365, ce n'est pas une année bissextile, on retrouve bien les 0,2979. Alors, l'application suivante, c'est un cas que j'ai tiré encore du réel, si on peut dire. Alors, c'est des fois un peu plus compliqué quand c'est comme ça, celui-là est très compliqué, donc on va le faire assez rapidement. On a en fait une entreprise, Frey, qui a émis une obligation qui est assez spécial. Alors, je vais passer un petit peu sur les détails de l'obligation, mais il faut savoir que la valeur nominale est de 18,5. On n'a pas d'informations sur le prix d'émission et le prix de remboursement, donc on suppose que ça correspond à la valeur nominale.
Donc il n'y a pas de prime d'émission, pas de prime de remboursement. Le taux d'intérêt est de 6%, ce qui est quand même assez élevé. On voit que cette obligation, lorsqu'elle a été émise, a été ensuite cotée en bourse et qu'actuellement le cours de l'obligation est de 21,30. Alors là, ils ne l'ont pas mis en pourcentage, cette fois-ci, ils l'ont mis en euros. Voilà, on vous demande de justifier le taux d'intérêt proposé. Alors 6%, c'est énorme, donc on est en 2012. Alors pourquoi c'est des 6%? Il y a plusieurs raisons. La raison, je dirais, principale, c'est qu'on a peut-être un risque au niveau de cette société-là. On craint peut-être qu'il y ait des soucis financiers dans l'avenir. Donc, on a proposé un taux d'intérêt important pour venir compenser éventuellement un risque de faillite. Ensuite, on peut aussi penser que l'entreprise veut attirer des souscripteurs. Donc, pour les attirer, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Donc, du coup, elle a proposé un taux qui était important pour les attirer. Voilà. Ensuite, question suivante, on nous demande de déterminer le TRAB, donc taux de rendement pour les souscripteurs. Donc le taux de rendement pour les souscripteurs à l'émission. Donc à l'émission, eux, ils vont toucher 6%. Mais n'oubliez pas que s'il y a une prime d'émission ou une prime de remboursement, ce 6% va être modifié. On va forcément augmenter. On n'a pas d'informations, donc on peut penser que c'est mis la valeur nominale correspond à la valeur d'émission et la valeur de remboursement. Donc en fait, le TRAB va encore une fois être de 6%. On ne le modifie pas. Le 11 décembre 2012, l'action frais cotait en bourse 24,5 euros. Donc le jour où on a émis, en fait, c'est des obligations qu'on appelle Océane. Ça veut dire qu'on pourra les convertir à n'importe quel moment en actions. Donc l'obligataire qui a ce type d'obligation a l'avantage de se dire, si je veux, je peux revendre cette obligation qu'on appelle Océane, mais je peux aussi demander à la convertir en actions pour devenir actionnaire et non plus créancier de la société. Donc on a fait un calcul de parité ce jour-là, donc le 11, on s'est dit, voilà, pour 13 obligations Océane qui ont une valeur de 18,05, ça doit correspondre à autant d'actions frais qui ont une valeur de 24,05. Donc nous, on a bien 13 obligations Océane à 18,50, c'est le prix d'émission, qui correspondent à X actions frais à 24,05. Je regarde mon corrigé. Voilà, donc en convertibilité, on trouve bien l'équation que je vous ai indiquée. Ça veut dire qu'en fait, on a 10 actions. Donc quand on voudra échanger, qu'on voudra convertir nos obligations Océane en actions, il faudra qu'on propose 13 actions, 13 obligations, et en échange, on nous donnera 10 actions. Est-ce le bon moment pour le faire? Faut savoir que là, quand on fera la conversion, on pourra obtenir des actions qui auraient un prix de 24,50. Si vous le faites maintenant, on a vu que le cours actuellement est de 24,05. C'est indiqué tout en haut de la page 26. Vous avez le Figaro.fr bourse et on vous dit que le dernier cours était de 25,39. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc si vous convertissez tout de suite vos obligations en actions, vous revendez vos actions, vous allez faire un petit bénéfice. Donc oui, ça vaut le coup. On peut aussi imaginer que maintenant que vous avez l'obligation, vous n'êtes pas obligé de la convertir, vous pouvez aussi revendre l'obligation. Vous l'avez payé 18,50, le prix d'émission. Or, vous voyez en bas de la page 25, c'est marqué 21,3000 C euros. Donc ça veut dire que ce n'est pas en pourcentage, c'est en montant. L'obligation de l'entreprise est déjà cotée à 21,30 euros. Or, vous l'avez acquise à 18,50. Donc oui, effectivement, si vous la revendez maintenant, là aussi, vous ferez un bénéfice. Application numéro 11, la société Granito. Ici, c'est un cas typique, puisque l'énoncé est sous forme de texte et ce n'est pas des données qui proviennent directement de sites boursiers, comme j'ai l'habitude de le faire dans ce début de chapitre. Alors, cette société-là va émettre un emprunt obligataire remboursable in fine dans 5 ans. La valeur du nominal est de 500. Taux d'intérêt, c'est énorme, 7%. Chaque année, elle va verser un coupon annuel de 35 euros. Et le prix de remboursement sera de 502. Donc déjà, le remboursement sera supérieur à la valeur nominale. A noter que le prix d'émission est de 495. Donc là aussi, on fait un petit cadeau à l'obligataire parce qu'il va nous verser 495 pour une obligation, alors qu'en fait, on calculera les coupons sur 500 euros et on lui remboursera en fin de vie de l'emprunt obligataire 502 euros. Donc, calculer la prime d'émission par obligation. On a ici 500 euros de valeur nominale, mais nous on lui fait un cadeau parce qu'il va nous payer 495, donc vous avez une prime d'émission de 5 euros. Calculer la prime de remboursement, même chose, on va rembourser à 502,
alors que la valeur nominale est de 500, ça veut dire qu'on a une prime de remboursement de 2. Attention, hein. En fait, votre prime de remboursement calculée comme ça est de 2, mais quand vous avez un prix d'émission qui est inférieur, il faut partir du prix d'émission. Ça veut dire qu'on va, ce que j'ai marqué un petit peu en dessous, ça veut dire que les obligataires, en fait, vont gagner au niveau de la réduction, c'est 7 euros, c'est-à-dire 502 moins 495. Ils vont nous verser 495, on leur rembourse 502, donc on a une différence de 7, c'est ce qu'on appelle une double prime de remboursement. Si vous deviez faire un bilan pour une obligation, on ne va pas se fatiguer, ici dans les dettes financières, le montant serait de 502. De l'autre côté, en banque, vous auriez 495. Et tout en bas, prime de remboursement des obligations, vous auriez 7. Ainsi, votre bilan est équilibré. Calculez le taux actuariel brut de l'obligation Granito. Alors le taux actuariel brut, c'est le fameux TRAB. Ça veut dire que si je suis un investisseur, j'achète cette obligation, elle est censée me rapporter du 7%. Mais elle va en réalité me rapporter beaucoup plus parce que j'ai une prime d'émission. Donc je la paye moins cher et on va me le rembourser beaucoup plus cher. Ce qui donne au niveau du corrigé. Voilà, on doit être ici. J'applique la formule. Le TRAP se calcule à partir du prix d'émission qui est égal au coupon qu'on actualise plus la prime plus le prix de remboursement. Ou prix d'émission égale tous les coupons. Ça dépend de la formule que vous utilisez. Est-ce que c'est une suite d'annuités ou à chaque fois un capital que vous allez actualiser plus le prix de remboursement. Je pose l'équation. Donc ici, j'ai bien 495 que j'ai donné. Et de l'autre côté, je vais recevoir des coupons de 35 euros, voilà, pendant 5 ans, que j'actualise à chaque fois d'une année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années. Et moi, ce que je cherche, c'est le petit i qui est ici. Et je sais qu'en plus, la dernière année, on va me rembourser 502 euros. Donc, ça, je le pose dans ma calculatrice sans problème. Moins 495, l'investissement de départ, ce que j'ai dépensé. Tout ce qui va rentrer comme trésorerie chaque année. Donc chaque année, je perçois un coupon. Et la dernière année, je perçois le dernier coupon, plus le remboursement, je vais percevoir 537. Ce qui vous fait un taux d'actualisation de 7,31 qui est bien supérieur aux 7% de l'énoncé. C'est logique, puisqu'on a reçu une prime d'émission et une prime de remboursement. Calcul suivant, on nous demande cette fois-ci de calculer le cours de l'obligation au 31 décembre, sachant que l'obligation cote 105,22. Alors c'est 105,22, je le rajoute, attention, %. Je sais que mon obligation à la base vaut un nominal de 500, donc la réponse va être assez rapide si j'arrive à bouger ma souris. Donc je vais faire 500 multiplié par 105,22%, puisque c'est une cotation en pourcentage, et vous allez trouver 526,10. Question suivante, il vous demande de calculer la valeur du coupon couru au 15 décembre. L'émission s'est faite le 1er juillet, ça veut dire que tous les 1er juillet, un coupon va être versé. Nous, on cherche le coupon couru en date du 15 décembre. Donc, je veux savoir entre le 1er juillet et le 15 décembre, le nombre de jours qu'il y a eu, que je multiplierai donc par le taux d'intérêt, par 7,5% pour l'avoir en pourcentage. Maintenant, si vous voulez avoir le coupon couru en montant, on multipliera par la valeur nominale d'une obligation, c'est-à-dire 500 euros. Je vous montre le corrigé. Alors, dans le corrigé, qu'est-ce qu'on voit? On est donc ici. Donc, nombre de jours en juillet, il y a 31 jours en juillet. Comme le coupon est versé tous les premiers, je retire 1. Donc, ça fait 30 jours, plus 31 août, 30 septembre, et ainsi de suite. On n'a pas de date par rapport, enfin on ne sait pas quel jour on est, c'est un mercredi, un vendredi ou un lundi, donc on rajoute seulement 2 jours de négociation, ça fait 169 jours au total. Donc si je veux le coupon couru en montant, je vais faire 500 la valeur nominale, fois le nombre de jours écoulés depuis le dernier versement du coupon sur 365, multiplié par 7%, et vous aurez 16,20, donc vous aurez votre coupon en montant. Si vous le voulez en pourcentage, c'est la même chose, sauf qu'on ne multiplie pas par la valeur nominale et vous trouverez 3,24%. On vous demande ensuite quel est le prix à payer pour acquérir cette obligation le 15 décembre. Si vous voulez acheter l'obligation, vous devez payer le cours actuellement coté en bourse plus le coupon couru.
Donc le cours à bourse, c'est 526,10, nous venons de le calculer juste ici, plus le coupon couru, 16,20 €. Donc si vous voulez acheter cette action en bourse, vous devrez payer 542,30. Pourquoi il faut payer le coupon couru? Parce que vous allez racheter un obligataire son obligation. Donc quand on arrivera à l'échéance du coupon, ce n'est pas lui qui pourra toucher. Or, il était quand même propriétaire de cette obligation entre le 1er juillet et le 15 décembre. Donc une partie du coupon lui revient. Donc c'est pour ça qu'on calcule le montant qui correspond à cette partie de coupon. Voilà. Je réalise une dernière application, l'application numéro 12, donc la société Zoros, qui va émettre 5000 obligations, une valeur nominale de 200. L'émission ne se fait pas au pair, mais en dessous du pair, puisqu'on a 99,5% du prix d'émission. Et le prix de remboursement sera un montant supérieur à la valeur nominale. On remboursera à 200, donc fois 103%. Donc ce n'est pas non plus un remboursement au pair. C'est émis au mois de juillet, puisque les intérêts commencent à partir du mois de juillet. On a des frais d'émission ici de 2%, et le taux nominal est de 4. Déterminer le montant net encaissé par la société à l'issue de l'émission de l'emprunt. Combien elle va gagner? Elle va gagner 5000 obligations qu'elle va émettre à 200, mais ce n'est pas 200, c'est 200 fois 99,5. Ça, c'est le montant brut qu'elle va gagner. Donc prix d'émission fois le nombre d'obligations fois la valeur nominale. Donc on corrige la valeur nominale par rapport au prix d'émission. Mais à ce montant-là, il faudra retirer 2%. C'est ce qu'on a fait dans notre corrigé. Voilà, donc ici on retrouve bien ce que l'entreprise va toucher. Donc le prix d'émission, c'est ici. Le nombre d'obligations, moins 2% de tout ça sont les frais. Donc l'entreprise va toucher 975 100. On vous demande de calculer la prime de remboursement. Il s'agit ici d'une double prime. Prix de remboursement 103% de la valeur nominale. Prix d'émission 99,5% de la valeur nominale. Donc c'est la différence entre les deux. Fois le nombre d'obligations, fois la valeur nominale, pour pouvoir avoir un prix en euros, à un montant quand même, enfin à un moment quand même, il faut avoir un prix en euros. Donc ça fait 35 000. Donc une double prime. On vous demande ensuite de calculer l'annuité d'amortissement. Alors vous avez une formule qui est dans le cours, que je vais peut-être passer tout à l'heure, qui est ici. Alors l'annuité, c'est ce qu'on fait habituellement, il n'y a pas de souci. Sauf que là, on a un problème, c'est que il y a un prix de remboursement donc supérieur à la valeur nominale. Donc cela va modifier en fait notre petit a qui est ici, c'est-à-dire notre taux d'intérêt. Souvent dans la formule classique, ici on a I dans la formule des annuités de remboursement d'emprunt. Là, il faut modifier. Pourquoi? Parce que l'emprunt ne va pas être remboursé à la valeur nominale, mais à un prix supérieur. Donc on aura ici le nombre d'obligations, 5000, fois R, le prix de remboursement, 206, fois le taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt, il faut le recalculer. C'est ce que je vous ai mis ici, c'est le taux d'intérêt du nominal, 4%, fois la valeur nominale sur la valeur de remboursement. Vous avez page, alors j'ai mis page 15 et 16, en fait c'est page 15, vous avez la formule de l'annuité où c'est bien expliqué qu'il faut corriger comme ça le petit a. Donc on trouve un taux corrigé qui tient en fait en compte, il tient compte ce taux-là du fait qu'il y a 206 ici et non pas 200. Donc après c'est la formule classique de l'annuité sur 5 ans, on trouve une annuité de 230 586 que j'ai arrondi à 230 586. Pour la question suivante, on vous demande de compléter le tableau de remboursement de cet emprunt obligataire. Donc je vais remettre ici l'annuité, 230 587. Mais attention, vous dans votre premier tableau, quand vous le faites au brouillon, vous mettez 230 587. Maintenant, on va réfléchir. On va se dire, on va calculer nos intérêts, c'est ce qui est le plus facile. Mes intérêts, je sais qu'à la base, j'ai 5000 obligations. Une obligation, valeur nominale, c'est 200. Que je multiplie par 4%, ça veut dire que je vais avoir 40 000 € d'intérêt la première année. Il n'y a aucune difficulté pour ça, c'est vraiment le capital que je multiplie par le taux. Maintenant, mon annuité étant de 230 587, je fais ce montant moins 40 000 et vous allez trouver 190 587. Ce qui voudrait dire que en remboursement en montant, c'est ce que vous allez rembourser. Maintenant, je sais que je rembourse mes obligations au prix de 206. Donc si je divise 190 587 par 206, vous allez trouver 925,18 obligations. Donc vous allez arrondir, rembourser
925 obligations et 18% d'obligations. C'est pas possible. Donc il faut arrondir, ça veut dire qu'on veut rembourser en fait 925 obligations. Sachant qu'une obligation est remboursée à 206 euros, vous allez donc rembourser 190 550. Que j'additionne avec mes intérêts, ça me donne une annuité que j'ai corrigée de 230 550 et non pas 230 587. Pour l'année suivante, je commence encore une fois par me dire combien il me reste d'obligations vivantes. On en avait 5000 au départ, on en a remboursé 925, il en reste donc 4075. Je calcule mes intérêts à 4%. Prenez pas le taux corrigé, on l'a uniquement utilisé ce taux-là qu'on a calculé ici pour avoir l'annuité. Donc ici encore une fois 4%, donc je fais 4075 le nombre d'obligations qui me reste à rembourser, fois 200 la valeur nominale, fois le taux d'intérêt, je vais rembourser 32 600 d'intérêt. Maintenant je me demande par rapport à mon annuité ce que ça va donner. J'avais 230 587 d'annuité, moins les 32 600 d'intérêt que j'ai versé, ça veut dire que je suis capable de rembourser pour 197 987 euros. En obligation, ça fait combien? Je divise par 206, ça veut dire que vous allez rembourser 961,10 obligations. C'est pas possible de rembourser des petites parties d'obligations comme ça, donc j'arrondis à 961 que je multiplie par le prix de remboursement. Donc pourquoi j'ai mis 927, je ne sais pas. Parce qu'à mon avis que c'est une erreur. Je vais faire 961 fois 206 et vous trouvez 197. Donc il y a une petite erreur ici, ce n'est pas 927, mais c'est 961. Donc ça vous donne 197 966 que vous venez placer ici. La valeur remboursée plus les intérêts, ça vous donne votre annuité corrigée. Donc là, voilà, j'ai corrigé ainsi pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est bien 961 fois 206 égale 187 966. Ensuite, on vous demande à la question 22 d'établir le bilan au 31 décembre. Donc au 31 décembre, vous n'avez encore rien remboursé puisque vous rembourserez à partir du 1er juillet N+1. Donc on a bien l'emprunt de base, les 5000 obligations que je rembourserai au prix de 206. Ensuite, on a les intérêts courus. Si je regarde mon tableau, on voit bien qu'ici, la première année, vous devrez payer, donc au 1er juillet N+1, 40 000 euros d'intérêt. Ici, on est au 31 décembre, donc intérêt couru sur 6 mois sur 12. Ça veut dire que vous avez 20 000 euros d'intérêt couru. En bas du bilan, vous allez retrouver les primes de remboursement des obligations. On l'a calculé précédemment, on avait trouvé 35 000 euros. Sauf que ces 35 000 euros-là, on va pouvoir les étaler sur la durée de vie de l'emprunt, les passer des dotations. Donc ici, je m'aperçois que j'ai 35 000 euros, que je peux amortir sur 6 douzièmes pour la première année de juillet jusqu'au décembre, et que j'amortis sur la durée de vie de l'emprunt, donc je vais amortir sur 20%. Donc je vais pouvoir retirer à mes 35 000 de base, en fait, je vais retirer un petit montant aussi, je vais retirer 3 500, ce qui fait qu'il ne me reste plus que 31 500. J'ai eu des frais d'émission, j'ai eu sur l'émission de l'emprunt, qui ont été enregistrés en compte 627. J'ai réalisé un transfert de charges pour pouvoir les étaler sur la durée de vie de l'emprunt. Donc mes frais sont en fait à la base de 19 900. Vous pouvez vérifier, c'est le montant qu'on a calculé tout à l'heure. C'est ce calcul ici. Donc ces frais d'émission, je vais les étaler aussi sur 5 ans. Donc je multiplie par 1 divisé par 5 et je multiplie aussi par rapport au prorata 6 douzièmes puisqu'on est de juillet jusqu'au mois de décembre. Dernière question. On vous demandait à la dernière question, si je me rappelle bien, question 24, le coût réel de l'emprunt est-il supérieur ou inférieur au taux d'intérêt nominal? Alors forcément, le coût, donc là on est du côté de l'entreprise, forcément ça va être plus élevé parce qu'il propose du 4% comme taux d'intérêt, il me semble, mais il y aura déjà un prix d'émission. Il y a un prix de remboursement, il me semble aussi. Ouais, voilà, prix d'émission, prix de remboursement qui est différent du pair. Et en plus, je vais avoir des frais. On a vu ici 19 900 euros de frais. Donc tout ça fait que forcément le coût de revient de l'emprunt, vous ne demande pas de le calculer, mais pour l'entreprise, va être plus élevé que les 4% qu'elle a proposé aux souscripteurs.